on a vu que nous disposons de cibles, le 0,55 quand on est en prévention secondaire, le 0,40 quand il y a eu un deuxième événement. Nous avons maintenant 3 classes thérapeutiques validées en termes de bénéfices et d'absence de risque, les statines, les étimibes et les anti-PCSK9. Que faire en pratique? Quels outils, quelles stratégies pour amener nos patients à l'objectif? François Schill, qu'est-ce que vous proposez pour atteindre ces objectifs avec ces outils? Eh bien, bonjour à tous d'abord, bonjour de Besançon. Et effectivement, après les deux présentations assez scientifiques, je vais vous proposer la pratique. Comment fait-on pour essayer d'obtenir nos patients à la cible et comment intégrer cette disponibilité des inhibiteurs PCSK9 dans la pratique de tous les jours. Alors, en rappel, mais très rapidement, parce que cette partie a déjà été montrée par Michel Farnier, les objectifs pour le post-SCA, est-ce qu'ils sont spécifiques et particuliers ou différents du traitement hors post-syndrome coronarien aigu? Un petit peu, oui, pas tellement, mais un petit peu. Déjà, la première spécificité est que les recommandations, et ce depuis très longtemps maintenant, stipulent que pour un syndrome coronarien aigu, statine de forte intensité, systématique, quel que soit le niveau de LDL, et ce, le plus tôt possible. Donc, c'est le terme choisi par les gens qui ont écrit des guidelines. Et si on regarde sur quoi elles sont posées, eh bien, on voit qu'il y a 2 études Princeps, Miracle et Prove-It, et qui donnent ce délai entre le 1er et le 4e jour. Donc, on a déjà, pour le syndrome coronarien aigu, une bonne indication du traitement, statine, forte intensité, tout de suite. La suivante. Le deuxième élément de cible, bien, vous le connaissez maintenant, c'est cette, entre guillemets, nouvelle cible 2019, qui est double, moins de 55 mg par décilitre, et une baisse du LDL cholestérol basal de plus de 50%. Donc on est sur des critères qui sont assez difficiles, relativement cohérents avec l'idée de prendre une statine forte intensité très rapidement. La suivante. Toujours dans les cibles, eh bien, on a des choses un peu spécifiques qui est, et ça Michel Farnier nous l'a dit aussi, chez les patients qui ont un événement récurrent. Alors qu'ils étaient sous traitement par statine maximale tolérée, eh bien, la valeur cible de LDL descend inférieure à 0,40. Donc là, on est sur des chiffres qu'on n'a pas tellement l'habitude d'obtenir, même avec les traitements oraux dont on dispose. Et puis, quatrième élément, c'est la suivante. C'est une recommandation qui est de grade un peu moindre, donc de A, parce qu'on nous dit que chez les patients qui étaient déjà sous statine maximale tolérée avec les étimibes et qui sont admis pour un syndrome coronarien aigu, eh bien, il faudra envisager d'ajouter l'inhibiteur PCSK9 durant l'hospitalisation. Donc ça, ce sont les éléments de recommandation. On va dire c'est la situation idéale si les inhibiteurs PCSK9 et tous les médicaments étaient disponibles facilement, ce qui finalement est une situation qui est assez proche de la situation française maintenant depuis donc, la fin d'été où on a eu l'ouverture au remboursement de ces médicaments. La suivante. Alors, les traitements, eh bien, c'est ce qui a été dit déjà, donc je vais aller très vite. Il y a 3 types de traitements qu'on peut utiliser, qui ont démontré leur efficacité en post-syndrome coronarien aigu, les statines forte intensité, l'addition des étimibes, l'addition de la lirocumab. Et là, j'ai le plaisir de montrer les chiffres qu'appelait Gabriel Steg donc, dans l'étude Odyssée, Gabriel, 48 mg, 96. Et donc, on pourra noter pour les auditeurs un événement assez exceptionnel, c'est que je viens en soutien scientifique à Gabriel Steg, ça ne se reproduira plus. Voilà, on peut noter quand même que pour ces 3 études, l'inclusion, donc l'intensification du traitement a été faite de façon très précoce. Et vous voyez que dans Prove-It, on est dans les 10 premiers jours, dans Improve-It également. Et dans Odyssée, on est dans la première année, mais avec une médiane d'inclusion à 2 mois. Donc, tous ces traitements sont effectifs, toutes ces études sont effectivement des études de post-syndrome coronarien aigu. Et on voit que si on veut essayer d'en reproduire le bénéfice, les traitements devront être ajoutés très tôt. Et au-delà d'1 an, probablement, on ne sait plus trop si on aura tout le bénéfice. Il est clair que le bénéfice de ces renforcements, c'est le plus près possible de l'épisode aigu.
la diapo suivante. Dans les recommandations telles qu'elles ont été publiées l'an dernier, on va trouver ce tableau qui donne l'estimation de l'effet du traitement qui va être prescrit en fin d'hospitalisation, par exemple pour un syndrome coronarien aigu. L'idée sous-jacente est que on va traiter un peu en fonction de ce qu'on peut obtenir et en fait, on va pouvoir estimer le LDL produit par le traitement et voir si on est proche ou loin de la cible. Alors, ce que nous dit ce tableau, la première suivante, ce que nous dit ce tableau, c'est que les statines de forte intensité, qui sont donc la base de du traitement du syndrome coronarien aigu, vont produire une baisse du LDL de 50%. Et si vous voulez satisfaire l'item de la cible, qui est de baisser de plus de 50%, ben vous voyez bien que vous aurez pour la moitié des malades, vous serez un petit peu court. Donc, avec une statine forte intensité seule, statistiquement, vous baissez, vous êtes à la cible que pour la moitié des patients. La suivante. Si votre patient est supposé être intolérant aux fortes intensités de statine et qu'il reçoit une statine d'intensité modérée, eh bien, vous voyez qu'une intensité modérée de statine ne baisse le LDL que de 30%, auquel cas, vous serez obligatoirement amené à traiter d'emblée avec la statine maximale tolérée, plus les étimibes, pour avoir une petite chance d'atteindre la cible. La suivante. Si votre LDL à l'admission est supérieur à 1,10 g, ce qui est quand même relativement souvent, donc c'est plus que la moitié des patients, eh bien, avec les étimibes en plus de la statine de forte intensité, vous aurez une chance, mais sans les étimibes, vous ne pourrez pas être en dessous de la valeur de 55 mg. Donc là encore, votre malade est à plus de 1,10 g. Logiquement, il faudrait associer immédiatement la statine forte intensité et les étimibes. La suivante. Si votre malade a un LDL de base assez élevé, plus de 1,55 g, eh bien, vous pouvez déjà imaginer qu'au bout de quelques mois après le suivi, vous saurez à constater que le patient n'est pas du tout à la cible et qu'il sera au-dessus même de 0,7 g par litre, puisque 65% de réduction de 1,55, ça va vous amener au-delà de 0,7, et donc ce malade sera probablement éligible éventuellement à un traitement par inhibiteur de PCSK9. La suivante. Si votre patient a un événement récurrent et que pour lui la cible est à 0,40, eh bien vous imaginez que s'il est admis avec un LDL à 0,40, il faudra rajouter les étimibes. S'il est admis avec un LDL à 0,50, eh bien même avec les étimibes, ou s'il est au-delà de 0,50, vous n'y arriverez pas. Et donc, vous voyez que là, tous ces patients-là sont potentiellement des candidats à avoir un complément de traitement. La suivante. Et enfin, si vous avez un patient qui arrive et qui est déjà sous statine et ézetimibe et qui fait un nouvel événement, eh bien, vous avez cette recommandation, certes de grade 2A, qui vous propose d'envisager PCSK9 avant la sortie de l'hospitalisation. La suivante. Alors, je conçois que cette succession de situations, de cas pratiques, met en lumière un apparent chiffre et une proportion très importante de patients qui seraient finalement éligibles à un traitement par inhibiteur de PCSK9. Alors, si on regarde un petit peu mieux, par exemple, à la lumière des résultats de FAST-MI 2015, on a finalement des chiffres un petit peu moins inquiétants. Inquiétant étant par rapport à la masse de patients qu'il faudrait traiter par inhibiteur de PCSK9. En 2015, donc sur le mois d'inclusion en syndrome coronarien aigu en France, vous aviez grosso modo 65%, disons 2/3 des patients étaient traités par statine forte intensité à la sortie. Ce qui représente, entre parenthèses, un très beau score par rapport à ce qui est publié mondialement. Donc, on travaille plutôt pas mal. Certes, il y a 1/3 des patients qui n'a pas, soit parce qu'il a une intolérance, soit pour d'autres raisons. En tout cas, on va s'intéresser aux 2/3 de patients, donc le petit carré rouge, 2/3 des patients qui sortent avec forte intensité. Quand on regarde leur LDL basal et le traitement qu'ils avaient, eh bien, on voit que la grande majorité de ces patients-là
finalement, va arriver à avoir un LDL inférieur à 0,7. Alors, ce n'est pas la cible proposée, mais par rapport à l'indication PCSK9, c'est par rapport à une valeur de 0,7, eh bien, on voit que on aura donc globalement un tiers des malades qui n'ont pas de statine forte intensité, un tiers de malades qui a une statine forte intensité et qui a un LDL inférieur à 0,7, un tiers des malades qui a une statine forte intensité et qui est au-dessus de 0,7. Maintenant, si on donne de l'ézetimibe à tout le monde, ce qui n'a pas été le cas en 2015, parce que l'ézetimibe était très peu utilisé à la phase aiguë du syndrome coronarien aigu, la suivante, eh bien, on arriverait à des chiffres qui seraient quand même beaucoup plus intéressants du point de vue cost-effectif et du point de vue de la nécessité d'aller sur PCSK9, puisqu'à ce moment-là, on a réduit aux alentours de 15 à 15% la frange de patients qui finalement va rester au-dessus de 0,7 et qu'on n'arrivera pas, malgré statine forte intensité et ézetimibe, à traiter. La suivante. Voilà, alors après, il faudra voir ce qu'on fait des patients qui n'avaient pas des fortes intensités. Vous voyez que le tableau se complexifie. En fait, le message global de ce tableau, c'est qu'en traitant avec des statines forte intensité et en ajoutant les étimibes, eh bien, on arrive à contrôler de façon relativement importante la proportion de patients qui seraient éligibles à un inhibiteur PCSK9 et on serait aux alentours des 15% de patients qui sont admis pour un syndrome coronarien aigu, ce qui est somme toute assez raisonnable. La suivante. Alors, c'est ma dernière diapositive. Là, c'est un peu, non pas une feuille de route, mais c'est un peu en pratique comment on fait. Eh bien, on va immanquablement avoir 3 étapes. Il est vrai qu'on est sur une possibilité d'optimisation et la question est de savoir comment essayer d'éviter le mésusage, comment essayer d'éviter l'inertie thérapeutique et faire bénéficier les patients au mieux des indications de tous les traitements disponibles. Alors, je dirais que d'une façon pratique, même si on n'est pas tout à fait dans la ligne des recommandations, le plus simple pour moi est d'envisager statine forte intensité et ézetimibe d'emblée pour pratiquement tous les patients, sauf ceux qui auraient vraiment un LDL basal très bas, mais en pratique, en donnant l'association d'emblée, eh bien, vous avez très rapidement, donc au bout de 4 à 6 semaines, si vous faites un dosage lipidique, la valeur où vous pouvez être avec le traitement maximal. Alors, la question est, est-il toléré ou non? Ce qui veut dire que à la suite de cette sortie avec le traitement, l'association statine-ézetimibe, au bout de 1 à 2 mois, vous vérifiez la tolérance, premièrement. Est-ce que ce traitement est bien toléré? S'il n'est pas toléré, probablement ou très probablement, c'est un effet des statines. À ce moment-là, il y a une gestion de l'intolérance aux statines qui est nécessaire de façon à déterminer la dose, le traitement maximal toléré. Une fois que vous avez le traitement maximal toléré, eh bien, vous regardez si vous êtes à plus de 0,7 grammes de LDL, auquel cas, il faut envisager une inhibiteur PCSK9. Si vous êtes en dessous de 0,7, pas de problème. Vous êtes peut-être même dans les cibles de l'ESC, si votre patient est inférieur à 55, mais en tout cas, s'il est entre 55 et 70, même si vous n'êtes pas dans la cible, vous ne pourrez pas faire grand-chose de plus pour votre patient puisqu'il ne sera pas éligible à l'inhibiteur PCSK9. Si, évidemment, votre traitement est bien toléré avec la statine maximale tolérée, les étimibes, et que le LDL est au-delà de 0,70, eh bien, vous avez une indication théorique d'inhibiteur de PCSK9. Alors, cette décision, elle peut être prise avec cette stratégie dans le premier mois pratiquement ou dans les 2 mois. Idéalement, si on veut se rapprocher des résultats montrés par Gabriel Steck dans les résultats de Odyssée, ce serait dans les 2 mois qu'il faudrait avoir cette prescription. Si on tarde trop, il est assez probable qu'on sortira de ce qui a été démontré dans Odyssée, on sera plus sur ce qui a été démontré dans Fourier, c'est-à-dire certainement une protection, mais pas forcément l'effet sur la mortalité tel qu'il a été démontré. Donc, il y a, à mon sens, une indication à aller assez vite. Enfin, le troisième volet, c'est le suivi de ces patients, parce que, comme l'a évoqué Michel,
il y a des patients qui peuvent être tentés d'interrompre leur statine ou qui peuvent être tentés de ne pas poursuivre les injections. Et les mesures répétées du LDL auront moins cet effet. Il est clair qu'on n'a pas à attendre d'échappement, donc je ne suis pas inquiet et je ne doserai pas le LDL pour vérifier un échappement au traitement, certainement pas, mais pour vérifier une mauvaise compliance. Et compte tenu du coût de ces traitements, je pense que c'est important de s'assurer que le patient soit vraiment compliant à la fois aux règles hygiéno-diététiques, mais également à la prise notamment de statine. Voilà, mais écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour et ben, je suis prêt pour les questions. Merci François. Il y a effectivement plusieurs questions. Il y en a une qui rappelle un contexte d'il y a une vingtaine d'années qui était, on avait démontré le bénéfice des statines à distance de l'événement et on s'apercevait qu'en ville, il était très difficile d'obtenir la statine ou la bonne dose, ce qui fait qu'avant que les études soient disponibles, il y avait eu une habitude de traiter les syndromes coronaires aigus avant la sortie de l'hôpital par les statines forte dose. Si on comprend bien ici, d'emblée, statine plus ézetimibe, on voit ce qui se passe. La question, bien qu'on soit complètement hors des clous de l'AMM, est-ce qu'il y a certains patients qui pourraient éventuellement justifier d'une introduction, on va dire, juste avant la sortie de l'hôpital d'un anti-PCSK9, ou est-ce que c'est prématuré? Du point de vue de la sécurité et de l'efficacité, on n'a pas beaucoup de données, mais on a quand même des données qui ont été présentées l'an dernier, notamment avec la lirocumab et l'évolucumab. On a eu 2 essais de petite taille qui testaient l'efficacité biologique et la sécurité, pour autant qu'on puisse tester la sécurité sur un petit effectif, d'une injection d'inhibiteur PCSK9 à la phase aiguë d'infarctus. Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'effet biologique est plus rapide et tout aussi profond que celui qu'on obtient en phase un peu chronique. La sécurité, il n'a pas été montré de problème particulier, notamment pas de problème relatif à l'environnement thrombotique. Je veux dire, on n'a pas eu de thrombose de stent ou des choses comme ça. Et voilà, on en est là. Donc, on manque un petit peu de preuves pour dire qu'il faut faire comme ça. Maintenant, c'est vrai que toute la logique des statines et des étimibes et même la comparaison de l'étude Odyssée et Fourier tend à montrer qu'une baisse profonde et rapide est quelque chose qui est certainement un bénéfice dans le syndrome coronarien aigu. De là à dire qu'on y va sans avoir clairement ce remboursement assuré dans cette situation-là, je pense que ce ne serait pas une bonne chose. Alors, comment faire dans ce cas, puisqu'on a vu que dans les 4 à 6 semaines, c'était joué, on savait si le traitement serait efficace pour atteindre les objectifs. Quel serait selon vous un bon moyen de garantir que le patient ait ce plus au bout de 4 à 6 semaines, qui est l'introduction d'un anti-PCSK9, ce qui n'est pas encore dans les esprits, mais qui n'est pas aussi forcément dans la logistique, c'est-à-dire le patient dans la pratique est rarement revu dans les 4 à 6 semaines par un cardiologue, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Est-ce qu'il y aurait un moyen? Question difficile. Alors, non, enfin, c'est tout le contexte de la sortie et du suivi. Je pense qu'on fait assez bien, voire très bien, dans l'hôpital, notamment les phases invasives sont très très bien faites. Et au bout de quelques jours, très peu de jours finalement, on lâche le patient et bien souvent on le lâche vraiment dans la nature sans avoir fléché son parcours. Donc je pense que l'arrivée la disponibilité PCSK9 devrait nous faire repenser l'ensemble du parcours, à savoir bien sûr refaire de l'éducation thérapeutique, refaire un balisage de la première visite cardiologique, bien évidemment insister sur le réentraînement à l'effort. Et si on a ce parcours balisé, on aura toutes les opportunités, effectivement, de voir si le patient peut avoir un inhibiteur PCSK9 ou non. Donc, je pense que ça va nous renforcer dans l'idée qu'il faut qu'on travaille sur le parcours. Honnêtement, je pense qu'effectivement, les prises en charge s'arrêtent vraiment à la sortie et après, le malade, parfois, est laissé un peu à l'abandon, ce qui ne va pas du tout avec l'idée de cette prescription d'inhibiteur PCSK9. Je crois que vous aviez fait partie d'un groupe de travail qui se penchait sur ce que doit contenir la lettre de sortie de l'hôpital. C'est peut-être le moment que cette chose-là soit remise en avant. Elle est à revoir presque de A à Z. Non, pas de A à Z. La partie traitement, effectivement, il y avait la partie antithrombotique qui, en 2 ans, a beaucoup souffert. Elle a beaucoup vieilli.
la partie les lipides est complètement obsolète avec PCSK9. La partie antidiabétique, elle était un peu, elle était bien vue, mais on n'avait pas la disponibilité de tous les médicaments. Donc, on est vraiment effectivement prêt à refaire une mise à jour. Je pense que ce serait nécessaire. Et puis, on pourrait aussi parler de la colchicine, on pourrait parler de beaucoup de choses. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé en un temps relativement court. Cela dit, bon, les idées de faire une lettre très courte et standardisée restent justes, mais c'est juste le contenu qu'il va falloir réviser.